Ils disent bien que le destin murmure toujours avant de frapper. Mais dans une prison glaciale de Denver, personne ne s'attendait à cela. Une jeune femme du FBI, piégée et condamnée à mort, a formulé une dernière demande qui a stupéfié tout le système. Elle n'a pas demandé la clémence, elle a demandé à voir son chien K9 une dernière fois. Ce qui s'est passé lorsque le berger allemand est entré dans cette pièce a révélé une vérité assez puissante pour réécrire son destin. Avant de continuer, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui adore les histoires de K9, de suivre la chaîne et de me le dire dans les commentaires. D'où regardez-vous? Votre soutien permet de garder en vie des histoires comme celle-ci. L'hiver à Denver avait une façon cruelle de s'insinuer dans les os de la ville, transformant chaque surface de béton en plaque de glace et chaque expiration en nuage pâle qui dérivait comme un fantôme agonisant. À la prison d'État du Colorado, le froid s'infiltrait par chaque fissure dans les murs de pierre, s'accrochant aux barreaux métalliques et résonnant dans les couloirs creux. Dehors, le ciel était une feuille plate de gris, lourde de neige qui refusait de tomber. À l'intérieur, il faisait encore plus froid, et dans l'une des cellules les plus éloignées de l'aile Emily Turner, 29 ans, était assise dos contre un mur qui ne se réchauffait jamais. Emily était mince, presque fragile au premier regard, mais il y avait une force tranquille dans la façon dont ses épaules se redressaient, même quand elle tremblait de froid. Ses cheveux bruns courts, autrefois longs et doux, avaient été coupés brutalement selon les règles de la prison. Sa peau, habituellement claire, paraissait presque translucide sous les lumières fluorescentes dures, et les taches de rousseur légères sur ses joues avaient pâli à cause du stress. Mais rien n'atténuait ses yeux, grands, vifs et noisettes, pleins d'un combat qu'elle ne pouvait plus montrer. Son uniforme bleu de détenue pendait lâchement sur sa silhouette. Elle avait perdu du poids au cours des mois depuis son arrestation, non par manque de nourriture, mais à cause du poids de la trahison. Avant tout cela, Emily travaillait comme coordinatrice logistique, un emploi qui exigeait précision, honnêteté et détermination, des qualités qu'elle possédait en abondance. Pourtant, rien de tout cela n'avait compté quand un collègue motivé par l'avidité et la jalousie l'avait piégée pour un détournement de fonds d'entreprise. Le procès avait été rapide, impitoyable et public. Des preuves avaient été fabriquées, des témoins répétés, le verdict prédéterminé. Emily avait vu sa vie s'effondrer, non en un instant, mais par couches, lentement, dévastateur et irréversible. À présent, elle attendait l'aiguille, non parce qu'elle était coupable, mais parce que le monde avait décidé qu'elle devait l'être. Pourtant, le froid de la prison n'était pas ce qui la blessait le plus. Ce qui lui rongeait le cœur chaque nuit n'était pas la solitude ou la peur de mourir. C'était l'absence de Hunter, son berger allemand de 5 ans. Hunter avait un pelage noir et feu, épais et brillant, avec des yeux ambrés sombres qui semblaient toujours comprendre plus qu'un chien ne le devrait. Emily l'avait élevé depuis qu'il était chiot, à travers les tempêtes et la solitude, les rires et le chagrin. Il avait été son bouclier, sa joie, son dernier morceau de foyer. Le souvenir de lui rouler en boule à côté de son lit dans son petit appartement de Denver la hantait plus que la sentence qui planait au-dessus d'elle. Cet après-midi-là, le bruit de bottes a résonné dans le couloir. Le directeur Malcolm Reeves, un homme au début de la soixantaine, grand et large d'épaules, est apparu devant la cellule d'Emily. Son visage était aussi austère que du granit sculpté, avec des rides profondes autour de la bouche et des sourcils épais qui ombraient des yeux gris froids. Ses cheveux courts, striés d'argent, étaient toujours peignés avec une précision militaire. Il avait autrefois été un homme compatissant, mais des années de violence, d'émeutes et de pertes, en particulier la fusillade de son jeune frère des années plus tôt, l'avait endurci en quelqu'un qui s'accrochait aux règles, comme à une armure. Pour les détenus, il était inébranlable, immobile, de la glace sous forme humaine. Reeves s'est éclairci la gorge. « Turner, a-t-il dit, d'une voix basse mais ferme, le protocole exige que je vous demande votre dernière demande. » Emily a levé la tête, ses yeux noisettes croisant les siens sans peur. La peur l'avait quittée des semaines plus tôt. « Tout ce que vous voulez avant l'heure prévue, » a poursuivi le directeur, bien que son ton ne trahisse aucune chaleur, seulement le devoir, un repas, un appel téléphonique, une lettre. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le maintenant. Emily a secoué la tête doucement. Je ne veux pas d'un dernier repas.
a-t-elle murmuré. « Je ne veux pas d'un appel téléphonique. Il n'y a qu'une chose que je veux. » Reeve a haussé un sourcil. Le couloir est devenu silencieux. Même le courant d'air semblait s'être arrêté. Emily a inspiré, stabilisant ses mains tremblantes. « Je veux voir mon chien. » A-t-elle chuchoté. « Hunter, mon berger allemand. » Reeve a cligné des yeux, pris au dépourvu. Pendant des années, il avait entendu des dernières demandes allant de l'étrange au grotesque, mais jamais quelque chose comme cela. « Votre chien ?» Sa voix a vacillé juste assez pour trahir la surprise. « Êtes-vous sûre ?» Emily a hoché la tête une fois. Un petit geste fragile qui portait plus de poids qu'un cri. « C'était la seule bonne chose dans ma vie, » a-t-elle dit doucement. Reeves n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a plongé la main dans son manteau et en a sorti le dossier épais qu'il portait toujours. Il a feuilleté les pages avec une précision mécanique jusqu'à ce que quelque chose glisse d'entre les documents et tombe au sol. Une photographie. Reeves s'est penché et l'a ramassée. Au moment où il l'a retournée, son souffle s'est arrêté. La photo montrait une Emily plus jeune, agenouillée dans la neige, souriant largement, ses cheveux longs et lâches, ses bras enroulés autour d'un minuscule chiot berger allemand avec des pattes surdimensionnées et des yeux ambrés, brillants. Elle paraissait vivante, sans garde, remplie d'une joie qu'il n'avait jamais vue chez la femme assise devant lui maintenant. Quelque chose dans le visage du directeur a changé. Sa mâchoire s'est serrée, ses yeux se sont assombris, non de colère, mais de quelque chose de plus froid, de plus ancien. La photographie tremblait légèrement dans sa main gantée et d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, comme s'il parlait à un souvenir plutôt qu'à Emily. Il a marmonné. « Non, ce n'est pas possible. » Le couloir est retombé dans le silence, lourd d'une attention qu'Emily ne pouvait expliquer. Quelque chose avait changé, quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Et pour la première fois, en des mois, le directeur n'avait pas l'air de pierre. Il avait l'air hanté. Le chapitre se termine sur ce moment mystérieux. La nuit où Emily a été arrêtée s'était gravée dans la mémoire de Hunter comme une blessure. La neige tombait drue ce soir-là, de gros flocons tourbillonnant dans la lueur des lampadaires quand la police a fait irruption dans le petit appartement de Denver. Hunter, alors un puissant berger allemand de 5 ans avec une silhouette musclée, un pelage épais noir et feu, et des yeux ambrés féroces, s'était jeté entre Emily et les officiers au moment où il l'avait attrapée. Il avait aboyé avec une fureur que personne n'avait vue auparavant, les dents découvertes, le corps hérissé. Il avait fallu 3 officiers, chacun portant de lourdes vestes de patrouille hivernale et des gants tactiques, pour le retenir. Même alors, Hunter les avait traînés sur le sol en linoléum, ses griffes grattant désespérément tandis qu'Emily criait son nom. Sa résistance lui avait valu une injection de sédatif. Quand il s'est réveillé, elle avait disparu. Il n'a jamais oublié le son de sa voix qui se brisait. Après cette nuit, Hunter a été transporté au centre de sauvetage animal de Denver, une installation construite en béton et en grillage, ses couloirs résonnant des cris d'animaux abandonnés. Le personnel du centre travaillait pendant l'hiver brutal du Colorado, portant de épaisses vestes en polaire, des jeans raidis par le froid et de lourdes bottes qui laissaient des traces humides sur les sols carrelés. Parmi eux se trouvait Sarah Donovan, une coordinatrice d'accueil de 34 ans, avec une peau pâle irlandaise, des cheveux roux mi-longs, généralement attachés en une queue de cheval désordonnée, et des lunettes rondes posées de travers sur son nez. Elle avait une personnalité chaleureuse, mais portait une mélancolie persistante depuis la perte de son propre chien l'année précédente, à cause d'un cancer. Cette perte la rendait plus douce que la plupart quand elle s'occupait d'animaux en deuil. Quand Hunter est arrivé, elle a immédiatement remarqué la tension rigide dans ses muscles et le regard scrutateur vif dans ses yeux. Comme un soldat laissé derrière, celui-ci est trop loyal pour son propre bien, a remarqué l'un des handlers. Hunter a refusé de manger pendant des jours. Il grognait chaque fois que quelqu'un s'approchait. Portant un uniforme ressemblant à celui de la police, il faisait les 100 pas sans fin, le museau incliné vers le système de ventilation, comme s'il essayait de capter l'odeur fanée de la seule humaine en qui il avait confiance. D'autres membres du personnel ont tenté des sessions d'entraînement de base en offrant des friandises, des jouets et des commandes douces. Mais Hunter ne répondait que par une vigilance silencieuse. Il ne voulait pas d'un nouveau foyer. Il voulait Emily. Les semaines ont passé et le refuge s'est rempli.
La neige s'empilait plus haut dehors, rendant le monde plus petit, plus silencieux. Puis un après-midi, un pick-up robuste s'est garé sur le parking du refuge, ses pneus craquant à travers la gadoue gelée. En est descendu Carl Benson, un sergent à la retraite de l'armée américaine de 62 ans. Carl était grand, mais portait une légère courbure due à une ancienne blessure au dos subie lors d'une mission de sauvetage des années plus tôt. Sa barbe était épaisse et argentée, ses mains calleuses, et ses yeux bleus portèrent le poids de quelqu'un qui avait vu trop de pertes, mais choisissait encore la gentillesse. Il portait une simple chemise en flanelle verte sous une veste marron usée et un jean délavé, des vêtements qui le faisaient ressembler à quelqu'un issu d'une vie bien plus simple que son passé ne le permettait. Carl avait perdu sa femme 2 hivers plus tôt. Depuis, il vivait seul dans un petit ranch à l'extérieur de Denver, recueillant des chiens de sauvetage quand il le pouvait. Le personnel du refuge le respectait profondément. Il était patient, expérimenté et avait une présence apaisante à laquelle même les animaux les plus anxieux répondaient. Mais quand Sarah l'a présenté à Hunter, même elle a retenu son souffle. Hunter n'a pas aboyé. Il n'a pas grogné. Il a simplement fixé Carl avec une concentration stable et intelligente, la queue immobile, les oreilles en avant. Carl s'est agenouillé lentement, ses genoux craquant avec l'âge. « Tu attends quelqu'un » a-t-il murmuré. Hunter a avancé, a posé une patte sur le genou de Carl et a laissé échapper un gémissement doux et brisé. Sarah s'est détournée, clignant des yeux pour retenir des larmes soudaines. C'est tout ce qu'il a fallu. Carl a signé les papiers, mais même après que Hunter a déménagé au ranch, où l'air sentait le pain et le foin, où des chevaux paissaient derrière des clôtures en rail, et où la ferme usée de Carl brillait chaleureusement la nuit, Hunter ne s'est jamais installé, chaque soir. Juste au moment où le soleil plongeait derrière les rocheuses enneigées, il marchait jusqu'à l'ancienne clôture en bois qui bordait la propriété et fixait l'est vers Denver. Sa queue restait basse, ses oreilles plates, tout son corps rempli de nostalgie. Carl le regardait souvent, les mains dans les poches de sa veste, le souffle montant en petit. « Nuages, tu la cherches encore ?» disait-il doucement, et Hunter ne bougeait pas. Les mois ont passé ainsi. Puis un matin glacial, alors que Carl était assis à sa table de cuisine en buvant du café dans une tasse ébréchée bleu marine, on a frappé à la porte. Dehors se tenaient 2 fonctionnaires de l'État emmitouflés dans de lourds manteaux d'hiver. L'un était l'officier Mark Collins, un officier de transport de 39 ans avec des pommettes saillantes, une peau olive, des cheveux courts sombres et une barbe taillée. L'autre était Lisa Warren, une assistante administrative de 27 ans avec de longues tresses noires, une peau brune chaude et des yeux attentifs encadrés par un maquillage minimal. Carl les a invités à entrer et ils ont expliqué la demande. Une prisonnière condamnée à mort avait formulé un dernier vœu de voir son chien et ce chien était Hunter. L'expression de Carl s'est figée. Il a regardé vers la porte arrière où Hunter était roulé en boule près du radiateur. Pendant un long moment, l'ancien sergent n'a rien dit, sa mâchoire se serrant. Il ne l'a jamais oublié? Carl a enfin chuchoté. Mais la voir maintenant, je ne sais pas ce que ça lui fera. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Pourtant, il a hoché la tête. Si c'est sa dernière demande, il mérite d'y aller. Alors que Hunter était doucement soulevé à l'arrière du véhicule de l'État, tout son corps tremblait. Pas à cause du froid, mais par instinct, par mémoire, par le fait de savoir que quelque chose d'énorme l'attendait, quelque chose qui changerait tout. La salle de visite de la prison d'État du Colorado avait été transformée en quelque chose de plus proche d'un poste de contrôle militaire qu'une salle de réunion. Des lumières vives au plafond projetaient des ombres dures sur les murs blancs en parpaing, rendant chaque coin dur et impitoyable. Des chaises métalliques raclaient contre le carrelage froid, tandis que les officiers les positionnaient avec une précision mécanique. 4 gardes armés se tenaient espacés autour de la pièce, chacun portant de lourds gilets tactiques, des uniformes bleu marine et des bottes noires polies jusqu'à briller. Leurs expressions étaient taillées dans la pierre, leur posture rigide, leurs mains reposant près des armes holsterées, non parce qu'ils craignaient la prisonnière, mais parce qu'ils craignaient l'inconnu. Emily Turner est entrée, escortée par 2 gardes. Son uniforme bleu de prison paraissait encore plus rigide sous l'éclat des lumières fluorescentes, le col raide frôlant sa mâchoire. Ses poignets étaient confinés dans des menottes métalliques liées par une courte chaîne
Rendant ses mouvements petits, presque hésitants, elle marchait les épaules droites. Bien que sa respiration soit superficielle, ses cheveux bruns courts étaient rentrés derrière ses oreilles et l'éclairage dur accentuait les creux sous ses pommettes. Les gardes qui la guidaient étaient l'officier Daniel Hughes, un homme grand et large d'épaules dans la quarantaine avec une peau sombre, une tête rasée et un comportement calme et discipliné forgé par 2 décennies dans les services correctionnels, et l'officier Rachel Kim, une femme coréano-américaine de 31 ans avec des traits vifs, des cheveux noirs tirés en un chignon strict, et un professionnalisme austère façonné par sa carrière précoce en réhabilitation juvénile. Aucun d'eux ne regardait Émilie avec cruauté. Au lieu de cela, ils maintenaient l'alerte distante de personnes qui avaient appris à ne jamais s'attacher aux détenus ou à leurs histoires. De l'autre côté de la pièce, la porte s'est ouverte et Hunter est entré. Au moment où il est apparu, la température de la pièce semblait changer, le pelage épais noir, et Feu de Hunter se dressait légèrement, sa queue tenue basse mais alerte, ses oreilles pointaient vers l'avant. Scrutante, l'officier qui le tenait, le député Charles Miller, un homme blond de 28 ans, freckled, au caractère bon enfant qui avait rejoint le département du shérif seulement 1 an plus tôt, tenait la laisse à 2 mains. Même avec son visage juvénile et sa personnalité aimable, Charles avait les épaules tendues, conscient qu'il guidait un animal puissant dans une situation chargée d'émotions. Hunter a fait 3 pas à l'intérieur, puis il s'est figé, ses yeux ambrés s'écarquillant, sa tête s'inclinant. L'air entre lui et Émilie s'est tendu comme une corde d'arc tirée. Et puis il s'est élancé, Charles a trébuché en avant, alors que la laisse était presque arrachée de ses mains. Hunter a foncé à travers la pièce, ses griffes grattant contre le sol poli, sa poitrine se soulevant de reconnaissance. Un halètement collectif a parcouru les gardes. Les genoux d'Émilie ont fléchi alors qu'elle expirait un souffle tremblant. Elle s'est affaissée instinctivement malgré les menottes, son corps se pliant vers le chien qu'elle pensait ne plus jamais voir. Hunter s'est arrêté à quelques centimètres d'elle, tremblant violemment, gémissant de soulagement désespéré. Émilie a levé ses mains menottées vers son visage, ses doigts effleurant le pelage épais familier. Des larmes coulaient sur ses joues pâles. « Hunter! Oh mon Dieu! Hunter! » a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant comme de la glace fine. Hunter a pressé son front contre sa poitrine, sa queue battant le sol avec une joie rapide et incontrôlée. Même les gardes, Endersus, stoïques, désensibilisés par des années à assister à des tragédies humaines, ont détourné le regard. L'officier Hughes a serré la mâchoire, clignant rapidement des yeux. Rachel Kim a changé de position, pressant ses lèvres ensemble. Charles a essuyé son œil aussi subtilement qu'il le pouvait. Personne n'a parlé. Personne n'a osé interrompre. Pendant un moment, toute la prison semblait avoir inspiré et retenu son souffle. Mais alors quelque chose a changé. Quelque chose de subtil, presque invisible, jusqu'à ce que soudain ce ne le soit plus. Hunter s'est raidi, sa queue est tombée, ses oreilles se sont aplaties, son corps s'est tendu comme si un courant invisible l'avait traversé, un grognement doux a grondé dans sa poitrine. Pas agressif, mais avertisseur. Les gardes ont immédiatement relevé leur garde, les mains se déplaçant vers les armes, mais Hunter ne se concentrait pas sur eux. Il a tourné autour d'Émilie une fois, lentement et délibérément. Son museau s'est abaissé vers son uniforme, puis sa poitrine, puis la zone juste au-dessus de son cœur. Son grognement s'est approfondi. Émilie a levé les yeux, confuse, essuyant des larmes de ses cils. Hunter. « Hé! Qu'est-ce qui ne va pas? » Hunter a ignoré sa voix. Il a poussé son sternum avec une urgence croissante, ses griffes glissant légèrement sur le sol, alors qu'il grattait l'endroit juste en dessous de sa clavicule. Le député Miller a tenté de tirer doucement sur la laisse. Doucement. « Mon garçon! » Doucement. Mais Hunter ne bougeait pas. Il a aboyé, une fois, vif, anxieux, suppliant. Puis encore. Puis il s'est pressé contre Émilie comme s'il la protégeait. Les gardes ont échangé des regards inquiets. L'officier Hughes s'est approché, la voix tendue. Est-ce qu'il sent quelque chose? Un déclencheur, une réponse à la douleur. Rachel Kim a murmuré. Les chiens n'agissent pas comme ça, sauf si... Sa voix s'est éteinte. Même le directeur Reeves, qui observait à travers la vitre d'observation, sa haute silhouette rétroéclairée par la lueur fluorescente dure, s'est penché en avant, les yeux plissés,
Le souffle d'Emily s'est arrêté alors qu'elle posait une main sur l'endroit que Hunter avait gratté. Soudain, elle l'a senti, un battement irrégulier à l'intérieur de sa poitrine, faible mais indéniablement réel. La pièce est devenue plus froide. Personne ne comprenait ce que Hunter avait détecté, mais l'urgence dans ses yeux ne laissait aucun doute. Quelque chose n'allait pas, et cela n'avait rien à voir avec la peur, mais avec la survie. La réunion qui avait rempli la prison d'émerveillement s'est maintenant transformée en un moment de terreur silencieuse, un moment pour lequel aucun d'eux n'était préparé. Le chaos n'a pas éclaté immédiatement. Il s'est insinué dans la pièce en vagues lentes et lourdes, commençant par le changement de posture de Hunter. Son grognement avait déjà déstabilisé tout le monde. Mais quand le visage d'Emily a soudain pâli, sa respiration devenant superficielle et irrégulière, les gardes ont échangé des regards alarmés, l'officier Hughes s'est avancé, son calme craquant, alors qu'il levait une main pour signaler le protocole d'urgence. « Appelez les secours !» a-t-il aboyé, et sa voix, habituellement stable, portait un bord d'urgence. L'officier Rachel Kim a immédiatement activé sa radio, sa voix vive résonnant dans la chambre. Quelques instants plus tard, la porte d'acier s'est ouverte en claquant, et le docteur William Harris s'est précipité à l'intérieur. Harris avait 55 ans, grand avec des épaules étroites, un visage rasé de près, et des cheveux gris fins peignés soigneusement sur le côté. Ses lunettes rectangulaires étaient posées sur l'arête de son long nez, et des cernes profonds sous les yeux indiquaient des décennies de longs quarts et de nuits sans sommeil. Il portait une veste médicale vert foncé par-dessus des blouses, et son calme analytique faisait souvent croire aux détenus qu'il ne ressentait rien. En vérité, Harris avait autrefois travaillé aux urgences de Denver, où il avait perdu un jeune patient à cause d'un mauvais diagnostic au début de sa carrière, un souvenir qui le poussait à vérifier 2 fois chaque symptôme qu'il rencontrait, peu importe sa taille. À présent, il s'est agenouillé à côté d'Emily avec une intensité tranquille. Emily a essayé de parler, mais n'a réussi qu'un faible halètement. De la sueur s'accumulait sur sa ligne de cheveux, malgré la pièce glaciale. Hunter gémissait et se pressait contre ses jambes, la poussant avec une urgence tremblante. Reculez le chien. Ain Street Harris. Bien que pas durement, le député Miller a tiré sur la laisse. Mais Hunter s'est planté comme une pierre. Harris a hésité. Les chiens se trompaient rarement sur la détresse. Mais le temps était compté. Il a placé son stéthoscope contre la poitrine d'Emily. Au moment où le rythme faible et irrégulier a atteint ses oreilles, son expression a changé brusquement. Il a appuyé de nouveau, plus fermement cette fois. Ses épaules se sont raidies. Puis, il a levé les yeux vers la voix grave du garde. Elle est en détresse cardiaque, arythmie sévère. Si cela progresse, elle pourrait faire un arrêt cardiaque complet. Chaque garde s'est figé. La main de Rachel Kim est tombée de son holster. Hughes a relâché un souffle tremblant. « Êtes-vous en train de dire… » « Je dis… » a coupé Harris. « Cette femme pourrait mourir avant que l'État ne fasse quoi que ce soit. » À elle. Emily s'est affaissée en avant, et Hunter a aboyé vivement comme pour ponctuer les mots du docteur. Le berger allemand s'est alors positionné entre Emily et Harris, son corps rigide, ses yeux ambrés flamboyants de fureur protectrice. « Doucement, mon garçon, » a murmuré Harris, levant les 2 mains. « Je l'aide. » Hunter a fait une pause, muscles tendus avant de permettre à contre-cœur à Harris de continuer. La porte s'est ouverte à nouveau en claquant alors que le directeur Malcolm Reeves entrait. Sa silhouette imposante rigide de tension, ses yeux gris durs ont pris en compte la scène, la prisonnière pâle, le chien frénétique, les gardes immobiles. Pendant un moment, il semblait sculpté dans la même pierre impitoyable que les murs de la prison. « Rapport !» a exigé Reeves. Harris s'est levée. Elle a besoin d'un transfert immédiat à l'hôpital. Sinon, elle pourrait ne pas survivre à l'heure suivante. Reeves a tressailli presque imperceptiblement, se rappelant la photographie qu'il avait déstabilisée plus tôt. Mais avant qu'il puisse parler, Hunter a aboyé fort et perçant vers la vitre d'observation où d'autres membres du personnel étaient rassemblés. C'était un son désespéré. « Commandante, le genre que font les chiens quand un danger plane invisible. » La nouvelle s'est propagée dans la prison plus vite que n'importe quelle annonce. Le soir venu, les nouvelles avaient déjà atteint les rues de Denver, et Denver, affrontant l'un de ses hivers les plus froids depuis des années, a répondu
Des foules ont commencé à se rassembler devant les portes de la prison, enveloppées dans de lourds manteaux, des écharpes tirées jusqu'au nez, des souffles montant en nuages blancs. C'étaient des ouvriers du bâtiment aux mains calleuses, des étudiants universitaires serrant des tasses de café fumant, des retraités s'appuyant sur des cannes, des mères tenant des pancartes au-dessus de leur tête. Parmi eux se tenait le pasteur Aaron Wells, un ministre afro-américain de 47 ans, aux yeux bienveillants, à la barbe courte et au long manteau de laine. Il avait entendu l'histoire à la radio locale et était venu prier pour la miséricorde. Quelqu'un d'autre a apporté des couvertures à partager, quelqu'un d'autre du chocolat chaud. Les chants ont commencé doucement au début, épars et tremblants. Le chien l'a sauvée, laissez-la vivre. Puis plus fort, justice avec miséricorde. Les reporters sont arrivés bientôt, pointant des caméras sur les portes tremblantes, capturant le tourbillon de neige autour des manifestants comme des étincelles blanches scintillantes d'espoir. À l'intérieur, le centre de commandement de la prison bourdonnait de tension. Les conseillers argumentaient, les équipes juridiques s'agitaient. Reeves se tenait comme une statue de fer, tandis que des messages du bureau du gouverneur affluaient. Des heures plus tard, après une discussion animée à l'échelle de l'État, le gouverneur du Colorado, Elias Monroe, a pris la décision. Le gouverneur Monroe était un homme au début de la cinquantaine, avec des cheveux noirs grisonnants, une peau olive, des traits vifs et une réputation d'intégrité. Ancien avocat des droits civils, il se comportait avec une présence calme et réfléchie. Bien que des rides de stress soient gravées profondément sur son front à cause d'années de batailles politiques, il a regardé droit dans les caméras lors d'une conférence de presse tardive. Avec effet immédiat, a-t-il dit, sa voix stable malgré la tempête dehors. L'exécution d'Emily Turner est suspendue. Elle recevra un traitement médical d'urgence. Un examen complet de son dossier suivra. De retour dans la prison, Reeves a raccroché le téléphone et a expiré. Un long souffle lent qui ressemblait à une reddition ou à un soulagement. Peut-être les deux. Préparez-la pour le transport, a-t-il ordonné calmement. Hunter s'est pressé contre Emily tandis que les gardes préparaient la civière, refusant de bouger jusqu'à ce qu'ils lui permettent de suivre. Et pour la première fois, personne ne l'a arrêtée parce que tout le monde croyait maintenant ce que le chien savait déjà. Emily ne mourait pas parce qu'elle était coupable. Elle mourait parce que le destin avait été tordu contre elle. Hunter est resté collé à son côté, une sentinelle silencieuse contre la mort elle-même. La neige tombait sur Denver comme un rideau blanc doux le matin, où Emily a été transférée au Denver Health Medical Center. La tempête hivernale s'était aggravée pendant la nuit, transformant les rues en rivières sinueuses de gadou et couvrant chaque toit d'une épaisse gelée scintillante. Les lumières de l'ambulance clignotaient silencieusement sur les routes glacées, tandis que les paramédics chargeaient Emily sur la civière. Sa peau était pâle contre la couverture blanche de l'hôpital, sa respiration superficielle mais stable. Hunter suivait de près, escorté par des officiers qui semblaient incertains s'ils laissaient entrer un chien ou un ange gardien. À l'intérieur de l'ambulance, Hunter s'est calé à côté de la civière, sa tête pressée doucement contre le bras d'Emily, une paramédic nommée Lena Morris, une femme de 34 ans, avec des cheveux roux cuivrés attachés en un chignon désordonné, des taches de rousseur sur sa peau claire et des yeux noisettes chaleureux. Observait avec étonnement, Lena, connue pour son calme sous pression, était EMT depuis 12 ans après avoir perdu son frère dans un accident de voiture. Un événement qui l'avait poussée à sauver les autres là où elle n'avait pas pu autrefois. Il sait qu'elle a peur, a murmuré Lena, ajustant le masque à oxygène sur le visage d'Emily. Hunter a levé les yeux vers la paramédic, non menaçant, mais farouchement alerte, comme s'il évaluait si les intentions de Lena étaient pures. Le trajet semblait interminable, rempli du bourdonnement bas de l'équipement médical et du hurlement distant du vent hivernal. Quand ils sont arrivés, le personnel de l'hôpital a précipité Emily en salle d'opération. Pour la première fois, Hunter a été arrêté au seuil. Il a gémi, faisant les 100 pas anxieusement, refusant de s'asseoir malgré les tentatives du garde de sécurité pour le calmer. Le garde, un homme grand nommé Thomas Avery, avec une peau sombre, des épaules larges et une douceur paternelle sous son expression austère, s'est accroupi pour le rassurer. « Elle est entre les meilleures mains maintenant, mon garçon, » a-t-il dit doucement. « Laisse les travailler ?» Mais Hunter gardait son regard collé à la porte,
comme si sa seule volonté pouvait envoyer de la force à Emily à travers les murs. Les heures ont passé lentement. La neige continuait de tomber. Les infirmières et les médecins allaient et venaient, tous s'arrêtant au moins une fois pour jeter un coup d'œil au berger allemand anxieux, dont la loyauté rayonnait dans la pièce comme de la chaleur. Puis, près de l'aube, le docteur Julia Sanderson, une chirurgienne cardiothoracique de 46 ans, avec des pommettes vives, des cheveux courts sombres et une posture tendue d'une femme qui avait effectué des milliers de procédures de vie ou de mort, est sortie dans le couloir. Sa voix était calme, mais pas froide, alors qu'elle s'adressait au personnel et aux officiers en attente. L'opération a réussi. Elle s'est stabilisée magnifiquement. Hunter a aboyé une fois, un son vif et joyeux qui a résonné dans le couloir stérile. Des heures plus tard, quand Emily a lentement repris conscience, sa vision floue à cause de l'anesthésie, la première chose qu'elle a vue était une paire d'yeux ambrés. Hunter reposait sa tête sur le bord de son lit d'hôpital, respirant doucement comme s'il gardait ses rêves. La voix d'Emily s'est brisée en un chuchotement. « Tu es là ?» Hunter a doucement poussé sa main avec son museau et ses doigts se sont enroulés dans le pelage épais noir et feu qu'elle avait manqué plus que la liberté elle-même. Au cours des semaines suivantes, tandis qu'Emily se rétablissait, un groupe d'avocats indépendants dirigé par Marcus Hale, un avocat de la défense de 40 ans avec des cheveux châtain sableux, des lunettes à monture métallique, une silhouette mince et un sens implacable de la justice, façonné par le fait d'avoir vu son père injustement emprisonné des décennies plus tôt, s'est intéressé à l'affaire d'Emily. Marcus était méticuleux, patient et vif comme un rassoir. Lui et son équipe ont passé au peigne fin chaque document, chaque témoignage, chaque détail manquant, et ils ont tout découvert. Les emails falsifiés, le témoin corrompu, le collègue qui l'avait piégé pour couvrir son propre détournement de fonds. La vérité a surgi comme une tempête. Quand l'audience a eu lieu 3 mois plus tard, la salle d'audience était bondée, les reporters remplissaient les rangs, les flashs des appareils photo clignotaient, les citoyens encombraient les couloirs. Même le juge semblait sentir le poids de l'histoire en train de se faire. Emily est entrée portant une blouse grise modeste et un pantalon noir, fourni par l'État, une tenue simple, mais qui la faisait se sentir humaine à nouveau. Hunter marchait à ses côtés portant un harnais de service, calme mais alerte, suscitant des sourires de presque tout le monde dans la salle d'audience. Marcus a présenté les preuves avec précision et un feu tranquille. Quand le collègue corrompu, Daniel Price, un homme mince dans la fin de la trentaine, avec des yeux bleus nerveux et l'habitude de tirer sur ses manches, a été exposé, la salle a murmuré d'indignation. Le juge, une femme plus âgée nommée Eleanor Whitford, avec des cheveux argentés en un chignon serré et des yeux fermes et intelligents, a frappé le marteau après des heures de témoignages. La condamnation est annulée. Emily Turner est pleinement exonérée. L'État présente des excuses pour l'erreur judiciaire. Emily a couvert son visage de mains tremblantes. Hunter s'est pressé contre ses jambes, la queue battante comme s'il comprenait chaque mot. La liberté est venue non avec des feux d'artifice, mais avec un souffle qu'elle ne s'était pas permis en 3 longues années. Emily a quitté Denver peu après, déménageant à Seattle, où la pluie brumeuse ressemblait à une renaissance. Elle a trouvé du travail dans un centre de formation K9, portant des équipements extérieurs durables et des bottes imperméables, tandis qu'elle entraînait des chiens pour des unités de recherche et de sauvetage. Hunter, maintenant connu des locaux comme le berger héros, trottait fièrement à ses côtés chaque matin. Les enfants le serraient dans leurs bras, les voisins le saluaient, et les officiers le cherchaient pour des démonstrations. Et chaque soir, Emily promenait Hunter le long des rues humides de Seattle, la lueur des lampadaires se reflétant sur les flaques comme des étoiles éparpillées. 2 âmes autrefois englouties par l'obscurité marchèrent maintenant dans la lumière, sauvées par la loyauté, la vérité et un lien qui refusait de mourir. La fin heureuse était réelle, et cette fois, elle leur appartenait entièrement. Parfois, il suffit de la loyauté d'un chien pour éveiller la justice d'une nation. Parfois, les prières chuchotées dans les prisons les plus sombres sont entendues par quelqu'un de plus grand. L'histoire d'Emily n'est pas seulement celle d'une condamnation injuste, c'est celle d'un destin réécrit par l'amour, par la vérité, et peut-être, juste peut-être, par un miracle. Si vous croyez qu'aucune âme n'est jamais vraiment oubliée,
Que Dieu travaille encore à travers les messagers les plus inattendus, même un berger allemand nommé Hunter. Alors partagez cette histoire. Laissez un commentaire pour ceux qui attendent encore leur miracle. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui touchent le cœur et remuent l'âme. Yep. Okay. Expanding out this way makes sense. No, I don't. I don't have a sugarcane farm. Some stupid with sillybitch.com .au/bint. Underscore. God, why? Etc. Are you happy? Donald looks like he's judging me. Have I done good? Have I finally done good? What are you... Okay. It's not mine to ask. We need more beds. Crank out more villagers so I actually have a librarian, but that is okay. Because we're focusing. Oh, really? Really happy. Wow, that was a big change in my fortune super. From judgmental Donald to really amazing. Fantastic. I'm glad you approve. Thank you. I'm feeling good. Feeling bright. Feeling powerful. We keep the bones. Yes. This is... You might as well put that away. Okay. Hello, Matt. How are you going? Hope you're doing well. This fine day. Or evening. I need to have a sleep. That cat's probably despawned long ago, but we need more fish anyway. Big picture. Big picture. Matt, you may notice as I walk through here, we have a friend, a beautiful, lovely friend who's now mine. After 8 fish. I need everyone to chill out. I'm trying to hydrate. God forbid someone takes a sip. Why do you have an egg? Oh my gosh, that was horrid. Oh, yeah. You sort that out for me, you little gringos. Egg. These trying times. An egg. Oh, I should probably... Is that using... I don't know. We're so close to going fishing. Another thing I think we have to do is go on another adventure, because I have no carrots and I must scream. Taters, beetroots, none of them, and I need them. You guys okay? You guys good?
Did I do something wrong? Or you just panicked? Don't panic. Don't cry because I nearly died. Laugh because I lived. No, 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 no panic. No panic.